Personne ne te dira ce que je m'apprête à te dire maintenant. Pas les banques, pas les journaux financiers, pas les émissions économiques du dimanche matin. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, c'est exactement ce que les institutions préfèrent que tu n'entendes jamais. Et pourtant, la preuve est là. Publique, vérifiable, disponible pour quiconque sait où regarder. Alors voilà la question que tu dois te poser dès maintenant. Pendant que tu lis ton relevé bancaire mensuel, pendant que tu regardes ton compte épargne dormir tranquillement, est-ce que quelqu'un d'autre a déjà décidé de l'avenir de ton argent à ta place? La réponse, et ça va te mettre mal à l'aise, c'est oui. Laisse-moi t'expliquer exactement ce qui s'est passé en mars 2026. Pas de spéculation, pas de théorie, des faits. Le plus grand gestionnaire d'actifs de la planète, une firme qui contrôle 13 000 milliards de dollars, soit plus que le PIB combiné de tous les pays du monde sauf les États-Unis et la Chine, vient de faire quelque chose qu'elle ne fait presque jamais. Elle a changé de cap, discrètement, méthodiquement, sans faire de bruit. Et ce changement de cap, si tu comprends ce qu'il signifie vraiment, pourrait être la différence entre protéger ton argent et le regarder fondre comme neige au soleil. Imagine un navire géant, le plus grand navire jamais construit. Quand ce navire commence à changer de direction, il ne le fait pas brutalement. Il vire lentement, graduellement. Mais quand il a tourné, rien ne peut l'arrêter. Et tous les petits bateaux autour de lui ont deux options: suivre le mouvement ou se faire engloutir par la vague. Tu es l'un de ces petits bateaux. La question, c'est ce que tu vas faire maintenant que tu sais où va le navire. Voyons ensemble ce qui se passe réellement. Le 23 mars 2026, BlackRock, ce mastodonte financier qui gère 13 000 milliards, a officiellement réduit son exposition aux actions américaines. Ils sont passés de surpondérés à neutres. En langage financier ordinaire, ça paraît anodin. Mais traduit en réalité concrète, ça veut dire que des milliards de dollars ont commencé à quitter certains secteurs de l'économie américaine. En silence, sans conférence de presse dramatique. Et parmi les secteurs que BlackRock a ciblés spécifiquement, les petites capitalisations américaines. Et c'est là que tu dois t'arrêter une seconde. Parce que dans le monde des petites capitalisations vivent les banques régionales. Ces établissements de taille moyenne, pas les JP Morgan ou Goldman Sachs, non. Les banques de ta ville. La banque où tu as ton prêt immobilier. La banque où l'entrepreneur de ta rue a son compte professionnel. Ces banques-là sont en train d'entrer dans la période la plus dangereuse de leur existence depuis 2008. Et BlackRock le sait. C'est pour ça qu'il bouge maintenant, avant que le grand public comprenne ce qui arrive. Est-ce que tu commences à voir le tableau? Laisse-moi aller encore plus loin. Il existe un chiffre que personne ne met en gros titre. 875 milliards de dollars. C'est la montagne de dettes immobilières commerciales qui arrive à maturité rien qu'en 2026. Des prêts sur des bureaux, des centres commerciaux, des hôtels, des entrepôts. Des prêts contractés quand les taux d'intérêt étaient au plancher, il y a 5 ou 6 ans. Et ces prêts doivent maintenant être renégociés dans un environnement où les taux sont infiniment plus élevés. Tu vois le problème? Imagine que tu as emprunté de l'argent à 2% pour acheter un immeuble de bureau en 2019. Cet immeuble valait 10 millions. Tu l'as loué. Tout allait bien. Mais aujourd'hui, cet immeuble est à moitié vide parce que le télétravail a transformé l'immobilier de bureau en secteur sinistré. Sa valeur a chuté de 30 à 40%. Et tu dois refinancer ta dette à des taux qui ont triplé. Est-ce que tu peux le faire? Dans beaucoup de cas, la réponse est non. Et qui tient ces prêts dans ces livres de compte? Les banques régionales. Ces mêmes banques qui ont concentré jusqu'à 44% de tout leur portefeuille de prêts dans l'immobilier commercial. Compare ça aux grandes banques mondiales qui, elles, n'ont que 13% d'exposition. Les banques régionales sont 3 fois plus exposées. Ce n'est pas une nuance. C'est un abîme. Et BlackRock, avec ses armées d'analystes et ses 13 000 milliards sous gestion, a parfaitement cartographié cet abîme. C'est pour ça qu'ils réduisent leur exposition maintenant, pendant qu'il est encore temps de le faire proprement. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi on ne parle jamais de tout ça à la télévision? Maintenant, ajoute une deuxième couche à ce tableau déjà sombre. Le PDG de BlackRock, Larry Fink, a déclaré publiquement en mars 2026 que le pétrole pourrait monter jusqu'à 150 $ le baril si le conflit en Iran s'intensifie. Le brut Brent a déjà touché 119 $ à son pic de mi-mars. On parle d'une hausse de plus de 60% du prix du pétrole depuis le début de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ton portefeuille et ton compte bancaire? Ça veut dire de l'inflation. Pas l'inflation qu'on te présente comme temporaire et gérable. Une inflation qui, selon l'OCDE, pourrait atteindre 4,2% aux États-Unis cette année. Une inflation qui empêche la Réserve fédérale de baisser ses taux. Et des taux qui restent hauts, c'est le pire scénario imaginable pour les banques régionales déjà coincées avec leur portefeuille d'immobilier commercial toxique.
C'est ce que les économistes appellent la stagflation. Croissance faible ou nulle, inflation élevée, taux maintenus en hauteur. Un cocktail que personne ne veut boire, mais que tout le monde risque de devoir avaler en 2026. BlackRock appelle ça eux-mêmes un choc stagflationnaire. Ils l'ont mis par écrit dans leur document stratégique du deuxième trimestre 2026. Et tu sais ce que ça veut dire quand une institution de 13 000 milliards utilise le mot choc dans ses projections? Ça veut dire qu'elle ne croit plus que c'est évitable. Elle prépare la suite. Laisse-moi te raconter 3 histoires. 3 moments de l'histoire financière qui ressemblent terriblement à ce que tu vis en ce moment sans que tu le saches. Première histoire. Dans les années 80 aux États-Unis, il existait des institutions qu'on appelait les thrift, des sortes de banques régionales spécialisées dans les prêts immobiliers. Elles ont profité de la déréglementation pour s'étendre massivement dans l'immobilier commercial. Exactement comme les banques régionales aujourd'hui. Quand le marché immobilier commercial s'est effondré au milieu des années 80, plus de 1000 de ces institutions ont fait faillite entre 1986 et 1995. Le coût total pour le contribuable américain, 160 milliards de dollars, l'équivalent de 3% du PIB américain de l'époque. Les grands investisseurs institutionnels avaient réduit leur exposition des années avant que les faillites deviennent publiques. Les petits épargnants ont tout perdu. Deuxième histoire. Le Japon dans les années 90. Les banques régionales japonaises étaient jusqu'aux oreilles dans l'immobilier commercial au moment où la bulle a explosé. Certains marchés ont perdu 70% de leur valeur. Le résultat? Pas une crise rapide et douloureuse. Une stagnation économique de 20 ans. 20 ans. Une génération entière de Japonais qui n'a pas pu construire de richesse parce que le système bancaire était paralysé par des créances immobilières pourries que personne n'avait le courage de reconnaître. Les banques jouaient à ce qu'on appelle le jeu du zombie. Prolonger les prêts, repousser les échéances, prétendre que les actifs valaient encore quelque chose. Ça a fonctionné jusqu'au moment où ça n'a plus fonctionné. Est-ce que tu vois des parallèles avec ce qu'on observe aujourd'hui? Parce que moi, oui. Troisième histoire. Mars 2023. Silicon Valley Bank. Une banque qui n'avait pas l'air d'être en difficulté. Pas de scandale, pas de fraude visible. Juste une concentration excessive dans des obligations d'État à longue durée achetées quand les taux étaient assez bas. Quand la Fed a relevé ses taux à vitesse record, ces obligations ont perdu de la valeur. Les pertes latentes ont effacé les fonds propres. Et quand l'information a fuité, les déposants ont fait quelque chose qui était impossible il y a 30 ans. Ils ont transféré leur argent en quelques secondes depuis leur smartphone. En 48 heures, la banque était morte. Et aujourd'hui, fin 2025, les banques américaines portent encore collectivement 400 milliards de dollars de pertes latentes sur leurs portefeuilles obligataires. Ce chiffre n'a pas disparu. Il attend simplement le prochain déclencheur. À ton avis, quel pourrait être ce déclencheur? Maintenant, parlons de ce qui se passe en ce moment dans le monde de la finance de l'ombre. Parce qu'il y a une histoire dans l'histoire que personne ne relie aux banques régionales. Le marché du crédit privé pèse 3 000 milliards de dollars. Et en mars 2026, il commence à montrer de sérieux signes de fracture. Une firme d'investissement majeure a fermé les portes de son fonds de crédit de 1,6 milliard. Blackstone a reçu des demandes de remboursement record sur son véhicule de crédit privé. BlackRock lui-même a restreint les retraits sur son fonds de prêt de 26 milliards. JP Morgan a commencé à dévaluer la garantie de prêt liée à des sociétés technologiques. Et ici, le lien avec les banques régionales est direct mais invisibilisé. Ces banques régionales ont prêté massivement aux structures qui alimentent ce marché du crédit privé. Quand JP Morgan resserre ses standards de prêt, toute la chaîne en dessous ressent le choc, y compris les banques régionales qui ont financé ces structures. Le crédit privé n'est pas une histoire de Wall Street isolée dans une tour de verre. C'est une histoire qui remonte jusqu'au bilan de la banque de ta rue. Voilà pourquoi BlackRock a bougé en avril 2026. Ce n'est pas une décision prise sur une seule variable. C'est la convergence de 6 pressions simultanées. 875 milliards d'immobilier commercial à refinancer, une concentration 3 fois plus élevée dans les banques régionales que dans les grandes banques, 400 milliards de pertes latentes qui sommeillent dans le système, une probabilité de récession à 49% selon le modèle de Moody's, le même modèle qui a correctement prédit chaque récession américaine des 80 dernières années. Un choc pétrolier sans précédent lié à la fermeture du détroit d'Ormuz, et une contagion du crédit privé qui traverse les bilans des banques régionales. 6 problèmes, simultanément. Et BlackRock a décidé de ne pas attendre que le 7e arrive. Alors qu'est-ce que tu fais toi maintenant? Première chose, sache dans quelle catégorie est ta banque.
Si tu es chez une grande banque internationale diversifiée, ton profil de risque est très différent de quelqu'un qui est chez une banque régionale avec 40 à 60% d'exposition à l'immobilier commercial. Cette information est publique. Elle est dans les rapports trimestriels déposés auprès des régulateurs. Tu as le droit de la consulter. Deuxième chose, comprends tes limites de protection. Dans la plupart des pays, les dépôts sont garantis jusqu'à un certain seuil. Au-delà, tu n'es pas protégé en cas de faillite bancaire. Si tu as plus que ce seuil dans un seul établissement, répartis. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la gestion de risque élémentaire. Troisième chose, ne confonds pas le risque de ton dépôt avec le risque de tes investissements. Si tu détiens des ETF de banque régionale dans ton plan d'épargne retraite, tu es exposé à 100% à la volatilité du marché. Et si BlackRock réduit son exposition à ce secteur, tu es en train de parier contre 13 000 milliards. C'est un combat que statistiquement tu perds presque à chaque fois. Quatrième chose, observe les signaux. Le prix des actions des banques régionales par rapport aux grandes banques. Les écarts de taux sur les obligations bancaires. Le ratio des dépôts non garantis. Ce sont les thermomètres réels de la santé du système, pas les communiqués de presse. Et cinquième chose, suis ce que BlackRock achète, pas seulement ce qu'il vend. Dans ses perspectives du deuxième trimestre 2026, la firme est explicite. Elle favorise l'énergie, l'or, les actifs réels. Elle regarde vers les banques européennes, paradoxalement moins chères et mieux capitalisées que les américaines. Elle mise sur les infrastructures physiques liées à l'IA. Et elle privilégie les obligations à courte durée pour éviter le risque de taux. Ce ne sont pas des instruments réservés aux milliardaires. Ils existent sous forme d'ETF accessibles à tous. La carte que BlackRock vient de dessiner est publique. La question, c'est si tu vas l'utiliser avant ou après la foule. Voilà la vérité que personne ne te dira dans un journal télévisé. Aucun directeur de banque régionale ne va s'asseoir sur un plateau et dire que son portefeuille immobilier commercial est sous pression. Aucun analyste payé par sa banque ne va te conseiller de réduire ton exposition à ce secteur. Ce n'est pas dans leur intérêt. L'avantage informationnel que tu as là maintenant, c'est de savoir que la plus grande machine à gérer l'argent de la planète vient de repositionner 13 000 milliards. Et que dans l'histoire, chaque fois que ce type de repositionnement institutionnel a eu lieu avant une crise bancaire régionale, les gens qui ont agi tôt ont protégé leur argent. Et les gens qui ont attendu la confirmation dans les médias ont regardé leurs économies partir. La fenêtre existe. Elle ne reste pas ouverte indéfiniment. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur ce qui se passe vraiment dans le système financier, fais une chose simple maintenant. Abonne-toi. Parce que dans les prochains jours, on publie une analyse complète des banques régionales les plus exposées à la crise de l'immobilier commercial de 2026, avec les données exactes issues des rapports publics. C'est le genre d'information que les institutions gardent pour leurs clients premium. Nous, on la rend accessible à tout le monde. Like cette vidéo si tu veux que YouTube la montre à plus de personnes. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu savais que BlackRock avait fait ce repositionnement? Partage avec quelqu'un qui a de l'argent en banque. Parce qu'on ne protège pas son argent tout seul.